Une langue parlée par près de 250 millions de personnes de l'Europe au Pacifique, dans le top 10 des langues les plus utilisées au monde, l'une des langues des Nations Unies. Aujourd'hui, c'est un gros morceau qui nous attend, le russe. Au programme, une longue histoire faite d'influences multiples, une prononciation riche, une grammaire complexe et un alphabet plus facile qu'on pourrait le croire. Le russe, comme vous le savez, est une langue slave. Plus précisément, c'est une langue slave orientale comme le biélorusse et l'ukrainien. Ça veut dire qu'il est issu de la variante orientale du proto-slave, l'ancêtre hypothétique de toutes les langues slaves qui s'est fragmentée en dialectes de l'Est, de l'Ouest et du Sud au IXe siècle environ. À cette époque, tous les Slaves peuvent encore assez bien se comprendre. Les missionnaires byzantins Cyril et Méthode développent la première langue slave littéraire dans le but de christianiser les Slaves, le vieux slave. Ils créent même un alphabet pour écrire cette langue. Non, pas le cyrillique, le glagolitique. Le cyrillique viendra un peu plus tard, probablement développé par des disciples de Cyril et Méthode. Contrairement à une idée reçue, le vieux slave n'est pas l'ancêtre des langues slaves, il est basé sur un dialecte slave du sud, parlé dans les environs de Thessalonique, et c'est l'ancêtre du bulgare et du macédonien. Sous une forme un peu différente, appelée slavon d'église ou slavon tout court, il servira de langue liturgique à l'église orthodoxe. Si c'est pas l'ancêtre du russe, pourquoi je vous en parle ? J'y viens dans un instant. C'est à la même période qu'est fondée la Rousse de Kiev, une principauté slave en Europe de l'Est. La langue parlée par les populations slaves de ce pays, c'est le vieux slave oriental. Cette langue est aussi appelée vieux russe, mais c'est un nom un peu trompeur parce que c'est aussi l'ancêtre de l'ukrainien et du biélorusse. Mais le vieux slave, c'est là qu'il intervient, sert de langue littéraire et religieuse dans toute la principauté. Il aura une influence considérable sur le développement du russe. La Rousse de Kiev commence à se fragmenter en plusieurs principautés et elle disparaît en 1240, envahie par l'Empire mongol qui pille et détruit de nombreuses villes. Et la plupart des principautés sont soumises à la Horde d'Or. La langue parlée par les habitants reste slave, mais elle intègre des mots d'origine turco-mongole, surtout dans les domaines du commerce et de la guerre. Le slavon reste la langue littéraire, mais on commence aussi à écrire en vernaculaire. On a ainsi retrouvé de nombreuses lettres de cette époque écrites sur de l'écorce de bouleau, rédigées en vieux dialecte de Novgorod, une variété peu influencée par le vieux slave et qui présente des caractéristiques qui sont absentes du russe moderne. La Horde d'Or se désagrège au XVe siècle et les Slaves de l'Est se retrouvent principalement dans deux États. Le Grand-Duché de Lituanie, où l'on parle entre autres le ruthène, qui est l'ancêtre du biélorusse et de l'ukrainien, et la Grande Principauté de Moscou, où l'on parle russe. La Grande Principauté devient le Tsarat de Russie en 1547. La langue littéraire reste le slavon, mais sa variante locale est de plus en plus influencée par le russe. Les Russes empruntent un grand nombre de mots à l'allemand et aux autres langues d'Europe de l'Ouest via le polonais. Pierre le Grand fonde l'Empire russe en 1721. À la même époque, le slavon est relégué à des usages religieux et l'utilisation du russe à l'écrit se généralise. Pierre le Grand entreprend des réformes pour moderniser la Russie, et l'une d'elles est une réforme de l'alphabet en 1708 qui supprime des lettres qui étaient utilisées en slavon. La langue est développée par des intellectuels et des écrivains comme Mikhail Lomonosov qui publie une grammaire du russe en 1755. Cette langue résulte d'un compromis entre la langue vernaculaire, surtout celle de Moscou, et les emprunts au slavon d'église. L'un des auteurs les plus influents est Pouchkine, qui est parfois même considéré comme le fondateur du russe littéraire moderne, même si c'est évidemment plus compliqué que ça. Une bonne partie de la noblesse parle français, et le russe emprunte un grand nombre de mots français, mais sa popularité en Russie diminue après les guerres napoléoniennes. Au XIXe siècle, la langue littéraire a globalement acquis sa forme moderne. Après la Révolution russe, une réforme de l'orthographe est adoptée en 1918. Elle supprime plusieurs lettres qui se prononçaient de la même manière. C'est la dernière grosse réforme de l'orthographe et les textes écrits avant cette période sont faciles à reconnaître. Pendant la période soviétique, l'usage du russe s'étend sur un territoire immense et la langue connaît un processus d'uniformisation notable. L'éducation doit être la même pour tout le monde, les médias se développent, les populations de différentes régions sont mélangées. Tout cela contribue à la régression des variantes locales du russe. Aujourd'hui, le russe présente très peu de variations régionales, ce qui peut sembler surprenant pour la langue du plus grand pays du monde. On parle essentiellement le même russe à Kaliningrad et à Vladivostok. Le russe est évidemment la langue officielle de la Russie et la langue maternelle de la grande majorité de sa population. Au recensement de 2020, 85% de la population a indiqué avoir le russe comme langue maternelle
et plus de 99% sait le parler. Mais ce n'est pas la seule langue de Russie. On y trouve aussi une centaine de langues indigènes. Quelques-unes, comme le tatar et le tchétchène, sont bien vivantes, mais la plupart est malheureusement menacée à différents degrés. Mais le russe est aussi parlé en dehors de Russie, et notamment dans les autres pays d'ex-URSS. En comptant ceux qui le parlent comme langue étrangère, les estimations du nombre de locuteurs vont jusqu'à 250 millions, c'est-à-dire 100 millions de plus que la population de la Russie. La situation est très variable selon les pays. Le russe a un statut officiel en Biélorussie, au Kazakhstan, au Kirghizistan et au Tadjikistan. En Biélorussie, il est même tellement dominant que le biélorusse est dans une position vulnérable. Au Kazakhstan, la majorité des habitants est bilingue. Le russe est même un peu plus parlé que le kazakh, surtout dans le nord du pays et dans les grandes villes, mais la situation du kazakh semble s'améliorer ces dernières années. Le russe est aussi très présent en Ouzbékistan et en Moldavie. En Géorgie, il y a peu de russophones natifs, mais la plupart des gens qui ont connu l'Union soviétique le parlent à peu près. En Estonie et en Lettonie, moins en Lituanie, on trouve des minorités russes significatives. À Riga, on entend autant de Russes que de Lettons, et le russe est majoritaire dans certains coins, comme la ville de Narva en Estonie. Quant à l'Ukraine, c'est un pays globalement bilingue. La plupart des gens savent parler ou en tout cas comprendre les deux langues. Beaucoup utilisent les deux dans leur vie quotidienne et les deux langues sont fréquemment mélangées. Le russe est surtout présent dans les villes de l'est et du sud du pays. Bien entendu, si on parle autant russe dans tous ces endroits, c'est parce qu'ils ont été envahis par la Russie à un moment ou à un autre. J'ai dit pays d'ex-URSS pour simplifier, mais les Lettons par exemple vous diront que c'était une occupation. La question des langues, et du russe en particulier, est donc un sujet sensible dans pas mal de ces pays. On l'a vu récemment avec la Lettonie justement, qui a commencé à expulser des Russes incapables de passer un examen de letton élémentaire. En Ukraine, cette question est encore plus délicate puisque la prétendue protection des russophones est l'un des prétextes invoqués par la Russie pour justifier son invasion. En dehors d'Ukraine, la confusion règne entre russophones russes et pro-russes, mais ces termes ne sont pas équivalents. Depuis 2022, de nombreux Ukrainiens qui utilisaient le russe au quotidien font l'effort de passer à l'ukrainien, et beaucoup refusent maintenant de parler russe, même s'il est très difficile de savoir combien. Enfin, n'oublions pas que les Russes et russophones ont beaucoup émigré. Entendre du russe n'est pas rare dans beaucoup de pays d'Europe. En Allemagne, on estime que 2 ou 3 millions de personnes le parlent. Le russe a aussi été beaucoup enseigné dans le bloc de l'Est. En Pologne, par exemple, les gens qui ont connu cette époque l'ont appris à l'école, mais peu savent vraiment le parler. Le russe s'écrit avec l'alphabet cyrillique, ou pour être plus précis, l'alphabet russe. Il existe en effet plusieurs variantes de l'alphabet cyrillique, et le russe utilise des lettres qui n'existent pas en ukrainien ou en serbe, et inversement. Et là, j'ai un petit problème. La plupart d'entre vous n'a probablement pas appris le cyrillique, et donc il faut que je vous mette une transcription en alphabet latin. Mais comme l'orthographe et la prononciation russe sont plutôt complexes, comme on va le voir dans un instant, il n'existe pas un unique système de transcription. Je vais donc choisir la translittération scientifique, qui n'est peut-être pas la plus intuitive pour les francophones, mais qui a le mérite d'assez bien refléter l'orthographe d'origine. Avant d'expliquer l'alphabet, écoutons un petit extrait. Почему не болит голова у дятла? Этот вопрос задавал себе каждый, кто хоть раз видел дятла, методично и безостановочно долбящего дерево клювом. Ученых этот вопрос занимает даже больше, чем обычных обывателей. Верные своей страсти все измерять, ученые установили, что дятел бьет клювом по дереву с потрясающей мощью. L'alphabet russe comporte 33 lettres. Certaines sont identiques à des lettres de l'alphabet latin et elles se prononcent à peu près comme vous pouvez vous y attendre. A, E, K, M, O, T. Certaines ressemblent à des lettres latines mais sont des pièges. V, N, R, S, U, H. Et ça, c'est pas un N à l'envers, c'est I. Et ça, c'est pas un R à l'envers, c'est Я. Et ça, c'est pas un 3, c'est Z. Si vous connaissez l'alphabet grec, vous n'avez probablement pas été surpris par R. et H. Et vous ne serez pas étonné non plus par G. F. P. Et les lettres existent en majuscules et en minuscules, mais pour la majorité d'entre elles, les deux ont la même forme. Quelques lettres ont une forme un peu différente, mais celles qui changent le plus sont A et Y, et elles ont exactement la même forme que le A et le E de l'alphabet latin. L'alphabet russe est en fait plutôt facile, sauf l'écriture manuscrite. Là, beaucoup de lettres ont des formes très différentes, le T s'écrit de la même manière qu'un M latin, et si on ajoute des lettres comme Ch, I ou L, ça peut devenir vraiment difficile à lire. L'un des sons les plus difficiles à prononcer pour les étrangers est U.
comme dans ты, tu ou вымыть, laver. La distinction entre les deux sons suivants est aussi souvent un problème. ша, ща, Comparer, прошение, demande, прощение, pardon. La deuxième, c'est la fameuse lettre généralement transcrite CHTCH, comme dans щи, la soupe aux choux appelée ch'ti en français. Mais de nos jours, ce son ne se prononce plus ch'te. La différence avec cha, c'est qu'il est plus long et palatalisé. ша, ща, Et palatalisé, ça veut dire quoi? On va voir ça tout de suite. La prononciation et l'orthographe du russe sont assez complexes en raison de deux phénomènes qui donnent à la langue ses sonorités particulières, la palatalisation et l'accent tonique. La plupart des consonnes russes existent en deux versions, l'une dite dure et l'autre dite mouillée, molle ou palatalisée, c'est-à-dire prononcée avec la langue qui touche un peu plus le palais. Comparez les mots suivants. вес, Pois, весь, tout, лук, oignon, люк, trappe, мат, comme dans échec et mat, мять, froissé, Тамбов, une ville au sud-est de Moscou, любовь, amour. Il faut bien saisir la différence entre prononciation et orthographe parce qu'il y a plusieurs façons d'indiquer à l'écrit qu'une consonne est molle. La première consiste à faire suivre la consonne de cette lettre appelée signe mou. C'est ce qu'on fait en fin de mot ou avant une autre consonne. Mais quand une consonne molle est suivie par une voyelle, c'est plus compliqué. Du point de vue de la prononciation, le russe a 5 ou 6 voyelles, mais il y a 10 lettres pour les représenter. Les voyelles de la première ligne sont prononcées. А, U, O, U, Celles de la deuxième ligne sont prononcées. Я, Е, И, Ё, Ю. Vous entendez que si on les prononce en isolation, ou après une autre voyelle, elles commencent par le son Y, sauf dans le cas de I. Mais si ces lettres suivent une consonne, alors il n'y a pas de Y, mais elles palatalisent la consonne précédente. Reprenons l'exemple Лук, L ou K, 3 lettres égale 3 sons, les deux consonnes sont dures, il n'y a rien de compliqué. Mais Люк, ne se prononce pas L, Y ou K, il y a bien 3 sons. Le premier son du mot est un L mou, le. La deuxième lettre sert à indiquer à la fois le son OU et le fait que la consonne précédente est molle. Une fois qu'on a bien compris ce principe, on a compris l'essentiel de l'orthographe russe. La lettre la plus rare en russe est le signe dur. Il sert à indiquer qu'une consonne reste dure même si elle est suivie d'une lettre de la deuxième rangée du tableau des voyelles, qui est alors bien prononcée avec le Y au début. On trouve cette lettre dans quelques mots étrangers comme субъект, sujet. Le B est bien dur et le Y est prononcé Y. On peut aussi trouver le signe dur entre un préfixe et un radical qui commence par le son Y. Écoutez la différence subtile entre ces deux mots. съесть, Manger, сесть, s'asseoir. Il y a aussi quelques consonnes qui sont considérées comme toujours dures Ж, Ц, Ш, ou toujours molles, Е, Ч, Щ, peu importe ce qu'on met après. Le mot мышь, souris s'écrit avec un signe mou à la fin, mais il est là seulement pour des raisons étymologiques et ne change rien à la prononciation. Yo est une lettre un peu bizarre. Le tréma est facultatif et bien souvent on écrit simplement Yé et c'est au lecteur de savoir si on doit prononcer Yé ou Yo. Certains écrivent Yo systématiquement, comme ça se fait sur Wikipédia, mais les livres sont souvent imprimés sans cette lettre. Certaines personnes préfèrent toujours utiliser Yo, mais d'autres s'en fichent. Pourtant, la différence est importante. все, Tous, всё, tout. Mais avec le contexte, on peut normalement savoir quelle prononciation est la bonne. C'est à cause de ça qu'on appelle ce mec Gorbatchev en français, alors que son nom est... Горбачёв, Je vois pas ce qui nous empêcherait d'écrire et de dire Gorbatchev, mais l'usage s'est basé sur une transcription pourrie qui ignore la lettre Yo. Par contre, le fait qu'on écrive V et qu'on prononce F à la fin du nom, c'est tout à fait normal, c'est parce que les consonnes sont assourdies à la fin des mots. L'autre phénomène complexe de la prononciation russe, c'est l'accent tonique. Chaque mot a une syllabe accentuée et la position de l'accent est à la fois peu prévisible, très importante et pas écrite du tout. Écoutez bien. Ударение в русском языке – сложная тема. L'accent tonique en russe est un sujet difficile. Bon, en vrai, on peut noter quelle syllabe est accentuée en mettant un accent aigu sur la voyelle concernée, mais ça se fait uniquement dans des contextes limités, tels que les manuels d'apprentissage du russe, les dictionnaires ou l'introduction des articles de Wikipédia. Mais aucun texte normal n'a d'accent. On peut être globalement compris si on accentue mal les mots, mais il vaut mieux faire attention à l'accent tonique parce que c'est parfois la seule chose qui différencie deux mots. Плачу, Je pleure, плачу, je paye, узнаю, je reconnais, узнаю, je reconnaîtrai, et un où il faut pas se planter, писать, écrire, писать. pisser.
Là où c'est difficile, c'est que la position de l'accent peut changer quand on conjugue ou décline les mots. Si on reprend Плачу. je paye, tu payes se dit Платишь. accentué sur la première syllabe. Дело. Affaire est accentué sur la première syllabe au singulier, mais sur la deuxième au pluriel. Дела. Vous avez peut-être remarqué que le O de Diela ressemble pas mal à un A. C'est dû à une autre des particularités de la prononciation russe, la réduction des voyelles. Quand ils ne sont pas accentués, A et O se prononcent exactement de la même manière. Écoutez bien le mot pour lait. Молоко. Si on ne connaît pas le mot, on ne peut pas deviner si les deux premières voyelles s'écrivent avec A ou O. Даю. Je donne et Даю. je trais du verbe traire s'écrivent différemment mais sont des homophones. C'est un peu moins systématique, mais ye et ya, quand ils ne sont pas accentués, se confondent aussi généralement avec i. Ça s'entend bien par exemple dans 50. 50 au génitif. La prononciation et l'orthographe du russe ont encore beaucoup de subtilités, mais je vous ai présenté l'essentiel. Passons à la grammaire. Le russe a 3 genres, masculin, féminin et neutre. La plupart du temps, on peut facilement reconnaître le genre d'un nom. Les noms masculins se terminent par une consonne, les noms féminins par a ou ya, et les noms neutres par ye, yo ou o. Enfin, il y a aussi des noms masculins en a et ya, une poignée de noms neutres en ya, et des noms féminins qui se terminent à l'écrit par un signe mou. Le genre influence l'accord des adjectifs et des verbes au passé. Моя сестра приехала. Ma sœur est arrivée. Мой брат приехал. Mon frère est arrivé. Par contre, au pluriel, il n'y a quasiment aucune différence entre les genres. Мои сестры приехали. Mes sœurs sont arrivées. Мои братья приехали. Mes frères sont arrivés. Si la grammaire russe a la réputation d'être difficile, c'est notamment parce que le russe a des déclinaisons. Ça veut dire que les noms, les adjectifs, les pronoms et les numéros changent en fonction de leur rôle dans la phrase. В глубокой ночи звезды сверкают на небе, освещая путь странника. Dans la nuit profonde, les étoiles scintillent dans le ciel, éclairant le chemin du voyageur. La préposition ve, qui veut dire dans, est suivie du prépositionnel, un cas qui, comme son nom l'indique, est utilisé uniquement après certaines prépositions. Глубокой ночи. Et le prépositionnel de Глубокая ночь. nuit profonde. Les étoiles sont le sujet de la phrase, donc elles sont au nominatif la forme de base, Звезды. et le nominatif pluriel de Звезда. Небе. et le prépositionnel de Небо. ciel, parce que la préposition na, qui veut dire sur, est aussi suivie par ce cas. En russe, on n'est pas dans le ciel, mais sur le ciel. Путь. Chemin est l'objet direct du verbe Освещать. éclairer et est donc à l'accusatif, même si en l'occurrence l'accusatif est identique au nominatif. Enfin, le génitif est le cas du complément du nom, Странника. du voyageur, et le génitif de Странник. voyageur. Ça peut sembler compliqué et superflu pour un francophone, mais ça permet d'indiquer clairement qui fait quoi à qui. On peut arriver à se faire comprendre en ne déclinant pas les mots, mais ça fait à peu près le même effet que parler français sans conjuguer aucun verbe. Il y a 6 cas en tout, nominatif, génitif, datif, accusatif, instrumental et prépositionnel. Il y a 3 grands types de déclinaisons, vous ferez la pause pour lire si ça vous intéresse. Il y a un certain nombre de bizarreries et de cas particuliers, même si dans l'ensemble les déclinaisons sont relativement régulières, si on ignore les déplacements de l'accent tonique qui concernent malheureusement un certain nombre de mots courants et qui peuvent être assez complexes, comme c'est le cas par exemple pour Рука. qui veut dire main ou bras, on fait pas vraiment la différence en russe. Les adjectifs se déclinent aussi, bien sûr, mais c'est plus facile que la déclinaison des noms parce que c'est globalement très régulier. Il y a une bizarrerie orthographique qui concerne les terminaisons du génitif, on écrit starogo, mais on prononce Старого. le g se prononce v. Je vous ai dit qu'il y a 6 cas en russe, mais c'est pas tout à fait vrai. Le nombre exact peut varier selon les analyses parce qu'on peut recenser quelques cas supplémentaires limités à certains mots dans certains usages spécifiques. Prenez par exemple le vocatif, c'est un cas qui sert à interpeller quelqu'un. Les langues slaves avaient à l'origine tout un vocatif. Certaines comme le polonais l'utilisent toujours, mais en russe il est de nos jours totalement archaïque. Il ne subsiste que pour une poignée de mots comme Бог. Dieu qui devient Боже. Vous avez peut-être déjà entendu l'expression Боже мой. « mon Dieu ». Mais une sorte de vocatif moderne fait son apparition dans la langue familière. Il consiste à supprimer le « a » final des termes de parenté et des diminutifs de prénoms quand c'est possible. Мам, где ты? Maman, t'es où? Привет, Саш. Salut Sacha.
C'est facultatif et on peut tout aussi bien dire Мама, где ты? Привет, Саша. Au passage, la plupart des prénoms russes sont des diminutifs. En l'occurrence, Саша, peut correspondre à Александр, ou, Александра. et le prénom complet est rarement utilisé en dehors des situations officielles. Les pronoms personnels en russe n'ont rien de très exotique. 3 personnes, singulier et pluriel, à la troisième personne du singulier on distingue il, elle et le neutre, et au pluriel il n'y a plus de différence entre les genres. Le tutoiement et le vouvoiement existent et fonctionnent comme en français. Ты, Correspond à tu et вы. à vous. Les pronoms personnels sujets ne sont pas obligatoires même s'ils sont souvent utilisés. Voyons un peu les conjugaisons. Commençons par Быть. être. Non, il n'y a pas de problème d'affichage, le verbe être n'est pas utilisé au présent. Она умная. Elle intelligente. Это не очень интересно. Ça, pas très intéressant. Москва – большой город. Moscou, grande ville. En français ça sonne bizarre, mais en russe c'est parfaitement normal. À l'écrit, on met dans certains cas un tiret à la place du verbe. Et pour former la négation, il suffit d'utiliser le mot nie avant le verbe quand il y en a un. Pour être précis, le verbe être a une conjugaison au présent. Есть. C'est à l'origine la troisième personne du singulier, mais on peut l'utiliser aux autres personnes pour souligner le verbe. Cette forme s'utilise surtout pour dire il y a. В городе есть красивый парк. Dans la ville, il y a un beau parc. Pour dire il n'y a pas, on utilise le mot Нет. avec le génitif. В городе нет парка. Dans la ville, il n'y a pas de parc. Le russe n'a pas vraiment de verbe avoir. À la place, on utilise la construction qu'on vient de voir et le possesseur est exprimé avec la préposition ou qui veut dire chez, suivi du génitif. У Иры есть важная встреча сегодня. Ira a un rendez-vous important aujourd'hui. Littéralement, chez Ira, il y a un rendez-vous important aujourd'hui. У меня нет денег. Je n'ai pas d'argent. Littéralement, chez moi, il n'y a pas d'argent. Bon, en vrai, le russe a quand même un verbe qui veut dire avoir, Иметь. mais on peut plutôt le traduire par posséder et ce serait un peu bizarre de l'utiliser dans ces phrases. Le russe utilise souvent des tournures avec des adjectifs ou des adverbes, là où le français préférerait des verbes. Мне нужен ответ. J'ai besoin d'une réponse. Mnie, c'est moi au datif. Нужен est une forme courte de l'adjectif Нужный. qui veut dire nécessaire. Donc littéralement, c'est une réponse mais nécessaire. Bref, les conjugaisons. Voilà le présent. Il y a 2 types de conjugaisons, une en i et une en yé, et quand on apprend un verbe, le mieux est de l'apprendre avec la première et la deuxième personne du singulier, et avec un peu d'habitude, ça devient plus intuitif. Au passé, c'est différent. La forme du verbe dépend du genre et du nombre, et pas du tout de la personne. Что он хотел? Qu'est-ce qu'il voulait? Что ты хотела? Qu'est-ce que tu voulais, féminin? Что вы хотели? Qu'est-ce que vous vouliez? Les verbes réfléchis correspondent globalement au même principe que les verbes réfléchis en français, et ils sont marqués avec le suffixe sia après une consonne. Он поднял руку. Il a levé la main. Он поднялся с кровати. Il s'est levé de son lit. Après une voyelle, le suffixe devient s. Она поднялась с кровати. Elle s'est levée de son lit. La vraie difficulté du russe, c'est quelque chose qui n'existe pas en français, l'aspect. Pour un verbe français, il faut généralement apprendre une paire de verbes russes. L'un est dit imperfectif et exprime une action en cours ou régulière, l'autre est perfectif et exprime une action unique et terminée. Souvent, on forme le perfectif en ajoutant un préfixe à l'imperfectif. Смотреть. Посмотреть. Regardez. Pour les verbes perfectifs qui ont déjà un préfixe, on forme généralement l'équivalent imperfectif avec un suffixe. Показывать. Показать. Montrer. Et quand on doit utiliser quel aspect, c'est un sujet vraiment complexe. Le choix est parfois évident. Déjà, seuls les verbes imperfectifs existent au présent, et si on a un mot du style souvent ou tous les jours, on a forcément un verbe imperfectif. Mais des fois, les 2 aspects sont possibles et la différence peut être subtile. Когда строили вокзал? Когда построили вокзал? Les 2 phrases se traduisent par « Quand a-t-on construit la gare ?» ou plus littéralement « Quand ont-ils construit ?» On utilise la troisième personne du pluriel là où on dirait « on » en français. Dans la première phrase, il y a un verbe imperfectif. On pose une question sur le processus de construction, l'action a pu durer des années, on s'attend à une réponse du genre « dans les années 80 ». La deuxième phrase a un verbe perfectif, et là, on met l'accent sur l'achèvement de l'action. On s'attend plutôt à une date précise. Le russe a un système de participes très riche. On en a vu un exemple tout à l'heure dans la phrase avec le voyageur. Освещая. Est un gérondif présent et il veut dire « en éclairant ». Au total, il y a 6 types de participes. Pour reprendre le verbe construire,
Строящий. construisant, Строивший. ayant construit, Строимый. en train d'être construit, Строенный. construit dans le passé, Строя. en construisant, Строев. en ayant construit. Un truc qui donne des cauchemars à ceux qui apprennent le russe, c'est les verbes de mouvement. Pour cela, en plus du perfectif et de l'imperfectif, on distingue des verbes déterminés et indéterminés. Le verbe de mouvement le plus basique est Идти. aller à pied. Je précise à pied parce que quand on va en véhicule, il faut utiliser un autre verbe. Ехать. Идти est un verbe imperfectif dit déterminé. Il exprime un déplacement qui a lieu une fois vers un but précis. Я иду в школу. Je vais à l'école, là, maintenant, je suis en chemin. Mais il y a aussi le verbe indéterminé, Ходить. qui exprime un mouvement sans but défini, un aller-retour ou l'idée générale de marcher. Я хожу в школу. Je vais à l'école en général tous les jours, pas forcément aujourd'hui. Et puis il y a le perfectif. Пойти. La même distinction existe pour 14 verbes. Nager, voler, ramper, porter, mener, etc. Je vous ai mis seulement l'infinitif, mais beaucoup d'entre eux ont une conjugaison pas très régulière. Et on peut combiner tous ces verbes de mouvement avec pas mal de préfixes qui indiquent des nuances précises. Войти. Entrer, Выйти. sortir, Уехать. partir en véhicule, Долететь. atteindre en volant, Переплыть. traverser à la nage ou en bateau, etc. Là, la distinction entre déterminé et indéterminé disparaît. Ces verbes sont perfectifs et pour former l'équivalent imperfectif, on utilise une racine qui ressemble plus au verbe indéterminé. Les nombres russes sont assez intéressants. 1 рубль. 1 rouble, c'est du singulier évidemment. 2 рубля. 2 roubles, Рубля. n'est pas du pluriel. Non, c'est du génitif singulier. Pareil avec 3 et 4. 5 рублей. 5 roubles. Là, à partir de 5, on doit utiliser le génitif pluriel. Mais c'est pas tout. 21 рубль. 21 roubles. C'est à nouveau le nominatif singulier. 21 c'est plusieurs, mais comme ça se termine par le mot 1, on utilise quand même le singulier. 44 рубля. 44 roubles. Comme ça se termine par le mot 4. 4, on repart sur la règle des nombres de 2 à 4 et on utilise le génitif singulier. Les règles sont encore plus délirantes si on met des adjectifs, et je vous épargne la déclinaison des nombres parce que même pour les Russes c'est compliqué. Il y a un truc que je trouve pratique avec les nombres russes, on peut les mettre après le nom pour exprimer une quantité approximative. 100 километров от Москвы. 100 km de Moscou, Километров 100 от Москвы. littéralement kilomètre 100 de Moscou, et ça veut dire à une centaine de kilomètres. Он придет через 5 минут. Il arrive dans 5 minutes. Он придет минут через 5. Littéralement, il arrive minute dans 5, c'est-à-dire dans 5 minutes environ. Bon, il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur la grammaire, mais je pense que ça suffira pour cette fois. Le français a adopté quelques mots russes, notamment en ce qui concerne la géographie, l'histoire et la culture de la Russie. Степь, тундра, белуга, царь, перестройка, закуски. J'en profite pour signaler que les trucs qui sont vendus en France sous le nom de blini ressemblent plus à ce que les Russes appellent, Оладьи, et le mot блин, veut simplement dire crêpe. Vous connaissez aussi des mots liés à la conquête spatiale. спутник, Veut dire compagnon de voyage ou satellite, donc oui, ils ont appelé leur satellite satellite. мир, Veut dire à la fois paix et monde, et союз. ça veut dire union. Si vous apprenez le russe, vous serez surpris par la quantité impressionnante de mots français qu'on y trouve, empruntés principalement au XVIIIe et XIXe siècle. Пляж, абажур, крем, кошмар, секрет, шанс, багаж. Et on pourrait continuer comme ça pendant longtemps. On l'a dit au début, une langue qui a eu une influence sur l'évolution du russe pendant des siècles, c'est le vieux slave puis le slavon d'église. Des tas de mots courants ont été empruntés au slavon. Небо, Ciel, возраст, âge, одежда, vêtements, между. entre. Généralement, quand on voit les lettres je de, on a affaire à des mots slavons. Le russe a même emprunté des formes grammaticales au slavon, comme le participe présent actif qu'on a vu tout à l'heure. On trouve même un certain nombre de doublets étymologiques, c'est-à-dire des mots différents qui ont la même origine, comme en français poison et potion qui viennent du même mot latin. C'est le cas par exemple de Голова, tête, mot russe, et глава, chapitre ou aussi tête dans le sens de chef, emprunté au slavon. Même chose pour город, ville et град, un synonyme poétique ou archaïque mais qu'on trouve dans des noms de villes comme Волгоград.
L'époque de la Horde d'Or, mais aussi la conquête de la Sibérie et l'influence culturelle de l'Empire ottoman ont apporté aux Russes beaucoup de mots issus de langues turciques. Je vous ai mis les mots en turc moderne pour comparer, mais ces mots viennent plutôt de langues comme le tatar de Crimée, le turc ottoman ou le tatar. Изюм, Raisin sec, алмаз, diamant, карандаш, crayon, хурма, kaki, сундук, mal. On trouve aussi beaucoup de mots d'origine allemande, бутерброд, tartine, бухгалтер, comptable, курорт, station thermale, картофель, pomme de terre, абзац. paragraphe. Le russe utilise pas mal d'abréviations syllabiques, c'est-à-dire des abréviations faites avec une ou deux syllabes des mots. Le procédé a été abondamment utilisé à l'époque soviétique. Колхоз, Vient de коллективное хозяйство, ferme collective ou encore комсомол, коммунистический союз молодежи, organisation communiste de la jeunesse. Ce genre d'abréviation existe encore de nos jours, surtout dans le langage administratif. Министерство здравоохранения, Ministère de la Santé est souvent raccourci en Минздрав, mais les acronymes comme en français existent aussi. On en trouve des tonnes qui sont passées dans le langage courant comme ВУЗ, pour établissement d'enseignement supérieur. высшее учебное заведение. Il est même souvent écrit en minuscules et utilisé comme un mot normal. Et comme chez nous, les administrations adorent les acronymes incompréhensibles pour le commun des mortels. Pourquoi apprendre le russe ? La Russie est le plus grand pays du monde. Elle a une diversité incroyable de paysages et connaître sa langue est un atout certain pour y voyager. Je me doute que c'est pas pour demain, mais j'espère qu'on pourra un jour retourner découvrir Moscou et Saint-Pétersbourg, bien sûr, mais aussi Kazan et les villes de l'Anneau d'Or, le lac Baïkal et les montagnes de l'Altaï, pour ne citer que quelques-uns des endroits les plus connus. Le russe est une langue importante si on s'intéresse à l'histoire de cette partie du monde et son impact culturel est considérable. Il y a bien sûr toute la littérature classique que je vais pas vous citer, mais aussi une très riche culture musicale avec des groupes légendaires comme Kino, Splin et DDT. Si vous vous intéressez au cinéma, le studio Mosfilm a mis une bonne partie de son catalogue sur YouTube et vous pouvez y découvrir de nombreux classiques du cinéma soviétique. Je sais, la Russie en ce moment, c'est pas la joie. Mais si on devait renoncer aux langues issues de pays qui ont commis, voire commettent encore des atrocités, on devrait se passer d'une bonne partie des principales langues du monde. Si des tas de gens apprennent l'allemand, c'est rarement par amour des régimes totalitaires, c'est pareil pour le russe. Comprendre ce que racontent les autorités russes n'a probablement jamais été aussi important depuis la fin de la guerre froide, et ça m'étonnerait que la demande en traducteur ait diminué depuis 2 ans. Le russe est la langue de ce régime, bien sûr, mais aussi celle d'une bonne partie de ses victimes. Les régions d'Ukraine les plus touchées par l'invasion sont aussi celles où l'on parle le plus russe. Et puis faut pas oublier que le gouvernement n'est pas le peuple. Les Russes ne sont pas tous des partisans de l'opération spéciale. Il y en a, et pas qu'un peu malheureusement. Mais il y a aussi des millions de gens bien avec qui ça vaut la peine de communiquer. Et puis rappelons que le russe est aussi parlé en dehors de Russie. On peut s'attendre à ce que son influence baisse en Europe de l'Est dans les décennies qui viennent, mais vous irez bien plus loin avec le russe que l'anglais en Asie centrale. J'ai visité la Géorgie et le russe m'a beaucoup servi. Et en 2022, j'ai fait un voyage dans les pays baltes. Malgré toutes les tensions, je n'ai eu aucun problème pour communiquer en russe, il suffisait de demander poliment avant. Bien sûr, ça ne dispense pas de s'intéresser aux langues locales. Les pays d'ex-URSS ont d'ailleurs tous des langues fascinantes dont j'aimerais vous parler un jour. Bref, continuez à apprendre le russe. C'est une langue belle et intéressante. Au début, c'est pas facile, mais c'est vraiment gratifiant. Un grand merci à mes amis russes qui m'ont aidé à réaliser cette vidéo, Konstantin et Sonia. Merci à vous d'avoir regardé et comme on dit en russe, ставь лайк, подписывайся на мой канал и жми на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.